Salut à tous, les playoffs approchent et chaque année, la post-season nous réserve son lot de surprises. C'est aussi pour ça que nous aimons la NBA, néanmoins, soyons honnêtes, certaines nous ont marqué plus que d'autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons vous lister ce qui, selon nous, représente les 5 parcours les plus inattendus de l'histoire des playoffs NBA. Mais avant d'entamer cette liste, vous avez l'habitude, nous allons faire quelques mentions. On pourrait évoquer les Mavs 2011 par exemple, qui ont sorti le hit des Tres Amigos en finale, mais nous ne leur avons pas trouvé de place. On pourrait parler des Grizzlies de cette même année aussi, qui éliminèrent les Spurs 4-2 au premier tour. Les Rockets 1981 ou les Nets 1984 qui à chaque fois sortir le champion en titre au first round également nous ont fait réfléchir sérieusement. Sauf que pour être honnête, parmi les mentions, deux équipes nous ont vraiment fait débattre de longs moments au sein de l'équipe de Basket Info. La première, ce sont les Rockets 1995. Ok, ils étaient champions en titre, et les voir remporter un second titre, à première vue ne semble pas si étonnant. Sauf que, en vrai, ce qu'ils ont fait était très proche de l'exploit. Cette saison-là, avec 47 wins seulement, les résultats furent tellement décevants. L'ambiance dans le vestiaire était déplorable, le groupe était juste prêt à exploser. Heureusement, et notamment avec l'arrivée de Clyde Drexler, les Texans ont réussi à relever la tête, battant notamment le Jazz ultra favori au premier tour, puis le Magic, sur un sweep en finale NBA. Pas mal, non? Sans un titre l'année précédente, leur place dans la liste aurait probablement été garantie. Il en va de même pour les Raptors 2019, quel crève-cœur de ne pas les lister. Lors de l'intersaison précédant leur titre, tout le monde était tombé sur le front office. Transférer DeMar DeRozan pour obtenir Kawhi Leonard représentait aux yeux de tout le monde un move exécrable, totalement injuste au vu de tout ce que Debo avait offert à la ville de Toronto. Pourtant, quelques mois plus tard, quand Kawhi Leonard a inscrit un buzzer beater magistral sur la tronche des Sixers au Game 7 avant de porter les Raptors vers le titre, plus personne n'a rien dit. En début de saison, personne n'était prêt à parier un demi-copec sur la franchise canadienne, et pourtant, en 2019, elle obtint sa première bague. Sans les nombreuses blessures rencontrées par les Warriors en finale, soyez-en sûrs, cette team aurait été dans la liste. Mais là, en l'état, même si ça a été difficile, nous en avons trouvé 5 qui nous paraissaient plus méritantes. C'est bien d'elles dont nous allons parler dans le détail. Pour commencer, l'épopée de 2007 des Warriors We Believe qui depuis 13 ans n'avaient participé à aucune série de playoffs. Ça vous parle forcément. Oui, cet upset réalisé par la team d'Oakland au premier tour de cette édition est peut-être celui qui a le plus fait réagir dans toute l'histoire de la NBA tellement le récit est fou. À cette époque, les Mavericks dominaient tout simplement la ligue, sortant d'une saison historique à 67 victoires, la meilleure all-time pour la franchise. Logiquement, Dirk Nowitzki, auteur d'une campagne à près de 24 points et 9 rebonds tout en étant dans le 50-40-90 club, remporta le trophée de MVP, le seul là aussi dans l'histoire pour un joueur des Mavericks. Alors que Dallas avait échoué face au Heat l'année précédente en finale NBA, le sentiment de revanche semblait fort chez les joueurs. Tous les voyants paraissaient donc au vert pour que les Texans remportent la toute première bague de leur histoire. Alors au premier tour, autant dire que les Warriors, qui finirent leur campagne avec 42 wins seulement et qui se qualifièrent in extremis pour les playoffs en remportant leurs 5 derniers matchs, n'étaient pas favoris. Avoir Baron Davis, Monta Ellis, Jason Richardson ou encore Stephen Jackson dans l'équipe, c'était bien, mais aux yeux de tout le monde, complètement insuffisant. Qui allait arrêter un Dirk Nowitzki chaud bouillant, Andris Bidrins, Al Harrington, qui comme Stephen Jackson venait d'arriver avant la deadline en provenance d'Indiana, c'était léger. Par contre, ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille de beaucoup, c'est que les Californiens avaient remporté leurs 3 confrontations de la saison face aux Texans, dont 2 par des écarts très conséquents. De plus, le fait d'être mené par Don Nelson, qui venait de passer 8 ans comme coach à Dallas et qui avait en grande partie établi leur fond de jeu, était, il faut le dire, un avantage considérable. Les Warriors débarquèrent donc dans ces playoffs boostés par leur forme récente, mais aussi leurs divers affrontements face aux Mavs. Dans leur tête, avec Nelson aux commandes, ils avaient l'avantage technique, et ils n'avaient pas tort. Dès le premier match à Dallas, Golden State s'impose grâce au Nelly Ball, le small ball version Don Nelson. Tout allait définitivement trop vite pour les Mavs, et le petit monde de la NBA commençait à trembler. Sur ce match, Baron Davis frôle le triple-double, et Nowitzki est aux abonnés absents, 4 sur 16 au tir pour lui. La première pierre est donc posée. Lors de la rencontre suivante, les Mavs rétablissent l'équilibre et s'imposent chez eux, en réussissant à adapter leur style de jeu à la vitesse et à la petite taille de leurs adversaires. Avery Johnson, le coach, s'est en fait rendu compte qu'en utilisant 2 pivots, les Warriors étaient en galère. Pas bête, l'adaptation était prometteuse. Mais voilà, maintenant Dirk et ses amis doivent voyager vers Oakland pour des matchs 3 et 4 où les attendent une foule chauffée à bloc qui croit dur comme fer à l'upset. S'imposer dans un chaudron, c'est compliqué. We believe, scandent les fans, et ils ont raison. Dans cette atmosphère, les joueurs de Dallas ne voient pas le jour et repartent chez eux avec 2 défaites supplémentaires dans leur besace. Aïe aïe aïe, 3-1 pour les Warriors, le rêve semble proche. Mais lors du match 5, Nowitzki se réveille enfin. Avec 30 points et 12 rebonds, il réalise alors son meilleur match de la série et permet aux siens d'espérer un minimum. Sauf que pour éviter l'élimination, il faudra aller s'imposer à Oakland, lors d'un match 6 véhiculant une ambiance peut-être jamais vue ailleurs dans toute l'histoire de la Grande Ligue. Toute la salle est vêtue en jaune, crie, hurle, se lève et les joueurs des Warriors sont survoltés. Stephen Jackson en est le parfait exemple. Dans ce match 7, avec 7 paniers à 3 points consécutifs inscrits, l'ailier est juste sur une autre planète. Dirk, le MVP en titre, est maintenu à 8 unités, à 2 sur 13 au tir, pendant que les Californiens s'envolent. Victoire par 25 points d'écart pour eux, et qualification
qualification au deuxième tour. Waouh! Le finaliste sortant, auteur de la meilleure campagne de son histoire, vient d'être humilié au first round. C'est incroyable. Malheureusement, le rêve ne dura pas longtemps pour les Warriors. Malgré un énorme poster de Baron Davis sur Andrei Kirilenko, l'équipe de la baie s'inclina face à Utah dans ses demi-finales de conf en seulement 5 matchs. Mais peu importe, gros parcours ou pas, en suivant, l'exploit du premier tour fut tellement énorme, épique, légendaire qu'il méritait une réelle place dans notre liste du jour. Pour la suite, rendons-nous en 1994 pour un premier tour de play-off à l'ouest prévu entre les Nuggets et les Sonics. À cette époque, l'équipe de Seattle, qui irait en finale 2 ans plus tard, semblait construite pour le titre. Avec la retraite récente de Michael Jordan, la fenêtre semblait grande ouverte et Gary Payton, Shawn Kemp et tous leurs potes avaient l'air archi prêts pour saisir l'opportunité. Avec un bilan de 63 victoires pour 19 défaites, les Sonics présentaient tout simplement le meilleur record de toute la NBA. Normalement, le premier tour face aux Nuggets ne doit être qu'une formalité. Même si Dikembe Mutombo est un expert de la défense, il manque une vraie star en attaque dans cette team. Et oui, au sein de cette escouade, personne ne scorait plus que Mahmoud Abdul-Rauf qui atteignait à peine les 18 points par match, pas évident. Mais ne parlons pas trop vite et regardons les stats des Sonics. Malgré les noms ronflants qui composaient l'effectif, le meilleur scoreur cette saison-là était Shawn Kemp, avec 18,1 points par match. Comme quoi, il était possible de faire une excellente saison sans pour autant avoir un gars qui score 25 pions chaque soir. George Karl, le head coach, misait sur son excellente défense, son jeu collectif et pensait clairement utiliser ses armes favorites en playoff, notamment au premier tour. Malheureusement, en face de lui, il tombe sur une équipe qui, à peu de choses près, dispose des mêmes qualités et sait les utiliser avec au moins autant d'aisance. Mais en plus, et malgré l'expérience en playoff supérieure des joueurs des Sonics, ces Nuggets avaient la rage du petit poussé, qui ne veut pas se laisser tordre par un plus gros. Il faut dire aussi que l'équipe du Colorado n'avait pas gagné un match de playoff depuis 6 ans, il y avait donc de quoi avoir faim, bien faim. Mais faim ou non, au début ça ne change rien. Comme prévu, Seattle remporte hyper facilement les 2 premiers matchs de cette série à domicile. Il ne leur suffit plus que de s'imposer une fois sur les 3 matchs restants pour passer à l'étape suivante. Oui, on le rappelle, jusqu'en 2003, 3 victoires suffisaient pour passer le premier tour. Et vous imaginez, si l'on évoque cette série aujourd'hui, c'est que justement tout ne s'est pas passé comme prévu. Lors du match 3, le surprenant Reggie Williams score 31 points, Dikembe Mutombo pose 6 contre et les Nuggets s'imposent par 17 points d'écart. Ouch. Le match suivant, par contre, le match 4 est moins évident. Les deux équipes ne se lâchent pas et la décision se prend en prolongue. Pas de soucis, devant son public, Denver domine les débats et réalise une overtime parfaite, 12-3 dans cette période et une deuxième victoire consécutive. Si Lafonso Ellis avec 27 points et 17 rebonds est probablement l'homme du match, Dikembe Mutombo avec 16 rebonds et 8 contre a encore une fois complètement fermé la peinture. La série est à 2-2 et tout doit se jouer lors d'un match 5 décisif à Seattle. De retour à la maison, les hommes de George Karl veulent en finir. Leur début de match est fantastique et les Sonics prennent vite l'avantage. Mais inspiré une nouvelle fois par un Mutombo de gala qui encore une fois pose 8 contre, les Nuggets recollent et ne lâchent rien. Dans le dernier quart, c'est Robert Pack qui prend feu en sortie de banc, 23 points au total pour lui. D'un coup, le vent tourne, la confiance est du côté de Denver et le doute envahit les Sonics. Heureusement, à 5/10 de la fin, Kendall Gill sauve les siens et envoie ce match 5 en prolongation, encore. Mais une nouvelle fois, dans cette période de temps supplémentaire, les hommes de Danny Sell se conduisent en patron, limitant leurs adversaires à 6 petits points inscrits avant de s'imposer 98-94. L'exploit était fait, les inexpérimentés Nuggets en 5 matchs ont sorti les favoris pour le titre, et ça, personne ne s'y attendait. Leur parcours s'arrêtera malheureusement au tour suivant face à Utah, mais à leur habitude, jusqu'au bout ils se sont battus, vu que la franchise de Salt Lake City eut besoin de 7 matchs pour se débarrasser de ces trublions. Yes, alors que le Jazz menait 3-0, Denver fit encore le boulot, pour revenir à 3-3. Mais cette fois-ci, le match décisif dominé par un Karl Malone énorme fut fatal pour Mutombo et ses potes. Ce n'est pas grave, l'exploit du premier tour et le niveau d'intensité atteint dans ces playoffs nous oblige à donner beaucoup de crédit à ces Nuggets 94. La suite avec les Warriors 75. Mais attendez d'abord, êtes-vous abonné à cette chaîne, mais aussi à celle du 6ème homme? Si ce n'est pas le cas, prenez 30 secondes, c'est le moment. À peine 13% des vues ici viennent des personnes abonnées, c'est tellement faible. Vous vous rendez compte de tout ce que vous manquez potentiellement et des records qu'on pouvait atteindre si tout le monde cliquait sur ce bouton rouge? Alors let's go, on prend sa souris et on y va, c'est gratuit, ici et chez le 6ème homme. On s'abonne, on active les notifs et on ne manque plus rien. On peut vous faire confiance? Oui, on peut vous faire confiance. Alors revenons en 1975, année où tout le monde s'attendait à voir les Washington Bullets être couronnés. Tous les analystes, tous les experts, tous les observateurs étaient clairs à ce sujet. Pour eux, la finale NBA face aux Warriors serait une boucherie. Bien sûr que les joueurs de Golden State à l'époque avaient terminé premier à l'ouest, et les voir arriver en finale ne représentait pas une si grande surprise que ça. Sauf qu'à l'époque, l'Est dominait l'Ouest de la tête et des épaules. Boston et Washington, cette saison-là, avec 60 wins pour chaque team, étaient archi favoris, pas de chichi. Pour info, si Golden State avait évolué à l'Est, l'équipe californienne, avec son bilan de 48 victoires pour 34 défaites, aurait à peine chopé le site fort. Vous voyez la différence? Alors autant dire que la finale de conférence Celtics-Bullets était considérée par tout le monde, sans exception, comme une finale avant l'heure. Le vainqueur repartirait à la fin avec le titre, c'était écrit. C'est ainsi que, après avoir gagné 4-2, l'équipe de Washington, bien menée par les Hall of Famers qu'allaient devenir Wes Unseld et Elvin Hayes, s'apprêtait à démolir
accueillir leurs adversaires californiens en finale. Tout le monde sans exception s'attendait à un sweep, et c'est bien ce qui a eu lieu, sauf que ce sont les Warriors qui ont sweepé les Bullets, pas l'inverse. Personne, mais vraiment personne, ne pouvait prévoir ça. Lors des 3 rencontres de saison régulière entre les deux teams, Washington à chaque fois s'est imposé sans trop forcer. Le talent sur le papier entre les deux rosters n'avait rien de comparable. Pour certains journalistes, les Californiens possédaient la pire équipe de l'histoire à se présenter en finale NBA. Pour résumer, tout allait dans le sens des Bullets dans cette série, tout sauf l'attaque. Menés par Rick Barry notamment, les Warriors étaient l'équipe qui scorait le plus de points dans toute la ligue, et dans cette finale, ils ont juste explosé les compteurs. Déjà, dans le match 1, la surprise du chef est venue de Phil Smith, qui avec 20 points en sortie de banc a permis aux siens de s'imposer 101 à 95 et de lancer les hostilités. Petite anecdote, les 2 matchs suivants qui devaient prendre place à Oakland dans l'antre des Warriors furent déplacés à San Francisco. Et oui, la salle habituelle était déjà occupée. Cette finale n'était vraiment pas la priorité pour les locaux, car on le répète, personne ne croyait en ces Warriors, vous l'avez compris. Et pourtant, à Frisco ou à Oakland, rien ne change. Lors du match 2, Rick Barry met 36 points et le game winner. Vlan, victoire 92 à 91 et 2-0 pour Golden State. Match 3, même topo, 38 points pour Rico et nouvelle win face aux Bullets. Ça pue pour eux, non? Sauf que bon, pour gagner un titre, il en faut 4 des victoires, et à Washington, il était impensable de se laisser faire, surtout en étant de retour à domicile. C'est ainsi que l'équipe de la capitale prend jusqu'à 14 points d'avance dans le match 4, avant qu'une méga baston générale n'éclate. En fait, tout est parti d'une faute énorme sur Rick Barry, commise par un Mike Riordan frustré d'avoir pris la foudre par son vis-à-vis pendant 3 matchs. Il n'en fallait pas plus. Al Attles, le coach des Warriors, saute sur Riordan, ça part en sucette, et le tacticien se fait expulser directement. Tant de violence venant d'un entraîneur, ça paraît fou, mais c'était en fait un move de génie. Attles savait très bien que, vu son caractère, Barry serait allé régler ses comptes seul et finirait disqualifié. Si le coach a pris les devants, c'était juste pour permettre à son joueur majeur de rester dans le match, il a eu raison. Même si Rick Barry ne fut pas autant en réussite que lors des rencontres précédentes, il scora quand même 20 points, et peu à peu, suite à l'incident, les Warriors revenaient dans le match. Dans les dernières minutes, l'écart n'est plus que de -4, et à plusieurs reprises, les Bullets, paralysés par la pression, ratent l'immanquable. Ils font des fautes bêtes, des retours en zone, ratent des lay-ups, perdent des ballons, il n'en fallait pas moins pour Golden State qui s'imposera finalement 96 à 95 pour remporter le titre. Big up à Butch Beard d'ailleurs, qui même s'il a raté 2 lancers francs cruciaux, a été auteur d'une fin de match mémorable. Oui, c'est bien lui qui a permis aux Warriors de recoller puis de passer devant dans le Money Time. En tout cas, pour Rick Barry, qui n'a pas l'habitude de mâcher ses mots, il s'agit tout simplement de la plus grosse surprise de l'histoire des finales NBA. Ça se discute, mais on peut tout à fait comprendre ce qu'il veut dire. Allez, pour une nouvelle surprise, voyageons jusqu'à la saison 1998-1999, qui en raison du lockout fut écourtée. Certains tiennent à l'astérisque qui précise qu'il n'y a eu que 50 matchs par team lors de cette campagne. D'autres s'en préoccupent moins, mais si nous sommes ici, ce n'est pas pour parler de ce débat, plutôt pour évoquer les New York Knicks. Ces derniers, menés par un Patrick Ewing vieillissant de 36 ans, connurent une saison très difficile, et l'année ressemblait réellement à une campagne de transition. Aux côtés d'Alan Houston et Larry Johnson, déjà présents depuis 2 ans, débarquèrent Latrell Sprewell et Marcus Camby, qui malgré leur talent certain, soulevaient pas mal d'interrogations. Il faut dire que Spree revenait juste d'une suspension de 68 matchs pour avoir étranglé son coach à Golden State, PJ Carlissimo. On peut comprendre que ça fasse peur. C'est ainsi qu'après un exercice en forme de montagne russe, les New-Yorkais réussirent in extremis à se qualifier en play-off en obtenant la 8ème place. Ouf. Pour ça, ils durent battre les Hornets par 2 fois dans les 10 derniers jours de la saison. Sans ça, New York aurait fini derrière Charlotte. Il s'en est donc fallu très peu. Mais bref, le principal est là, les fans du Garden sont rassurés. Ouais, quand on voit que l'équipe n'avait pas manqué la post-season depuis 11 ans, la louper dans ces conditions aurait fait tâche. Sauf qu'au premier tour, il fallait affronter le Heat de Miami, tête de série numéro 1 à l'Est, mais aussi rival officiel des New York Knicks. Il y avait définitivement de quoi être hypé. En fait, entre la baston épique ayant pris part un an plus tôt et le fait que Pat Riley ait changé de camp auparavant, pas mal d'arguments pouvaient enflammer les fans. D'autant plus que lors des playoffs 1998, soit ceux qui prirent place juste avant, les Knicks 7ème avaient alors sorti le Heat 2ème lors du premier tour. Les Floridiens avaient donc soif de revanche, on les comprend. La série de 1999 tient alors toutes ses promesses et se poursuit jusqu'à un match 5 décisif. L'intensité est folle, les coups pleuvent et nous assistons à un vrai duel de la conférence Est, comme on les aime. Lors des 4 premiers affrontements, aucun match n'est vraiment serré, mais la rivalité, symbolisée par une défense de fer des deux côtés, est à son paroxysme. La seule chose qu'il manque peut-être, c'est un peu de suspense, et lors du Game 5, nous avons été servis. Alors que Miami domine la rencontre et possède 7 points d'avance dans les dernières minutes, les New-Yorkais ne lâchent rien. En luttant action après action, ils grappillent tout ce qu'ils peuvent et comblent peu à peu l'écart. À 20 secondes du terme, ils ne sont plus qu'à une petite unité de leur rival, et après une bonne défense, ils récupèrent la possession. Tout peut donc se jouer sur les derniers instants, et c'est là qu'Alan Houston prend ses responsabilités. Et là, il assure, en inscrivant un jumper à 8/10 de la fin, il permet une nouvelle fois aux Knicks de sortir la team de Miami, qui encore était largement favorite dans la série. Ouais, 2ème upset en 2 ans entre les deux mêmes teams. Hallucinant. Mais vous voulez savoir le plus incroyable? Ces Knicks ensuite sont allés jusqu'en finale NBA. Survoltés par leur exploit du premier tour, ils ne
firent ensuite qu'une bouchée des Hawks qu'ils balayèrent en 4 matchs. Ça c'est fait. Mais en finale de conférence, face aux Pacers, les choses prennent une mauvaise tournure. Lors du match 2, Patrick Ewing se déchire partiellement le tendon d'Achille et doit mettre un terme à sa saison. Voilà qui, au moins sur le papier, ruine tous les espoirs des Knicks. Sauf que non, le jeune Marcus Camby, du haut de ses 24 ans, prend le relais et le boost donné aux New-Yorkais est complètement fou. Lors du match 4, Larry Johnson, avec une action à 4 points, offre la victoire aux siens suite à l'une des actions les plus légendaires de l'histoire. On peut vous le dire, dans les travées du Garden, on en parle encore de ce moment. Cela permet aux Knicks de mener 3-1 puis de se qualifier en finale en 6 rencontres. Quel parcours! Malheureusement, face aux Spurs de Tim Duncan et David Robinson, la blessure de Pat Ewing, qui en plus fut rejoint à l'infirmerie par un Larry Johnson ultra diminué, se paya cash. Les Spurs s'imposèrent en 5 matchs, mais lockout ou pas lockout, on retiendra surtout une chose. Lors de cette saison 1998-1999, pour la seule fois de l'histoire de la NBA, une équipe classée 8ème de sa conférence a atteint les finales. Et ça, mine de rien, ça vaut son lot d'applaudissements. D'ailleurs, finissons en beauté. Saison 2015-2016 maintenant, qui nous a présenté l'un des plus beaux scénarios de toute l'histoire de la Grande Ligue. Ou l'un des plus moches en fait, ça dépend de quel côté on se place. À l'ouest, les Warriors de Stephen Curry, double MVP en titre, auteur d'une saison affolante. Nous n'allons pas encore ici vous rappeler tous les exploits qu'il a réalisés dans cette campagne, et pour ça, nous vous renvoyons à notre vidéo d'il y a quelques semaines. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, il est devenu le seul et unique MVP de toute l'histoire à être élu à l'unanimité. Ça pèse, non, franchement. Il faut dire aussi qu'en permettant à sa team de réaliser la meilleure saison all-time avec 73 wins, le meneur avait de sacrés arguments. En face de lui, à l'Est, LeBron James. En partant de Cleveland en 2010, le King avait été hyper critiqué, autant sur le fond que sur la forme. Laisser tomber l'équipe de son état natal pour aller rejoindre une super team et gagner des titres, c'est très mal passé. Annoncer ça via un show télévisé en mode grand spectacle, puis parader avec Wade et Bosch en déconnant sur le nombre de titres que Miami allait gagner, n'a rien arrangé. Sauf que tout ça en 2016 c'était du passé, et c'était au moins partiellement digéré. Yes, alléluia, après avoir remporté 2 titres en 4 ans en Floride, LeBron décide de revenir à Cleveland. Son objectif, remporter aussi un titre avec la team qu'il a drafté. L'objectif est beau et la cause est noble. Dès sa première saison, la saison 2014-2015, il permet aux siens d'accéder au final, les débuts sont bons. Ceci dit, avec un Kyrie Irving blessé et un Kevin Love diminué en raison d'une blessure contractée à l'épaule au premier tour, les Cavaliers ne purent rien faire. Premier titre obtenu donc pour les Warriors. Du coup, rendez-vous lors de la saison suivante, lors de laquelle LeBron atteint l'étape ultime pour la 6ème fois consécutive. Sauf que bon, les hommes de Steve Kerr ont l'air tellement chauds autour de Stephen Curry que ça paraît mission impossible de repartir titré. Au tour précédent, même après avoir été mené 3-1 par le Thunder, Golden State a fini par passer. Merci Klay Thompson. L'adresse extérieure des Warriors était juste insolente, ils paraissaient intouchables et face à eux, il ne semblait rien y avoir à faire. Lors des finales NBA d'ailleurs, au bout de 4 matchs, tout ça se confirme. Même si Cleveland réussit à s'imposer de 30 points dans le match 3, les Warriors dans les 3 autres rencontres ne tremblent jamais, ou presque. Ils mènent donc 3-1 après avoir remporté leur confrontation victorieuse par 15, 33 et 11 points d'écart. Ça s'annonce donc compliqué une nouvelle fois pour LeBron et pour ses potes. Sauf que lors du match 5, Draymond Green, qui écope d'une 4ème faute flagrante en playoff, est suspendu pour le suivant. Ce moment a grandement fait débat car sur le moment, lorsque l'ailier fort des Warriors a laissé traîner son bras sur les parties du King, quand celui-ci l'enjambait, personne n'a rien dit. Enfin, aucun arbitre n'a rien dit. LeBron, lui, a réagi. Quoi qu'il en soit, la Ligue, après la rencontre, a décidé d'octroyer une flagrante, synonyme de suspension pour Green. Il faut dire qu'après avoir mis un coup de pied dans les balls de Steven Adams lors du tour précédent, le gars était dans le viseur. Bref, c'est la chance des Cavs qui, en l'absence du capitaine de la défense adverse, peuvent revenir à 3-2, et c'est ce qui a lieu. Personne du côté des Warriors n'a pu limiter le duo Kyrie-LeBron, qui compilera 82 points, c'est juste énorme. Match 6 maintenant, et les Cavs surfent sur leur bonne vague, d'autant plus que le pivot australien des Warriors, Andrew Bogut, blessé au genou, ne rejouera plus. C'est le moment d'en profiter, alors malgré le retour aux affaires de Draymond Green, LeBron est surmotivé. Il score à nouveau 41 points et les Cavs reviennent à 3-3. Le scénario est improbable et tout se jouera sur un match 7 à Oakland. Dans l'histoire des finales NBA à l'époque, jamais une équipe n'était parvenue à s'imposer après avoir été menée 3-1. Cleveland n'avait donc pas le choix. Pour gagner une bague, il faudrait écrire l'histoire, et le King semblait prêt. Après avoir inscrit 18 points consécutifs pour les siens dans ce match 6 et trash-talker Stephen Curry après un contre, il paraissait peu à peu prendre l'ascendant psychologique sur ses adversaires. Exemple flagrant, après ce Game 6, dans le vestiaire, LeBron parle à ses troupes et lâche un discours mythique. Il répète à ses coéquipiers, ils sont au fond du trou, mentalement et physiquement, ils sont au fond du trou, je vous le dis, ils sont au fond du trou. C'était le moment d'enfoncer les Warriors. Du coup, tout cela nous promettait un match 7 épique et les promesses furent tenues. Du début à la fin, l'écart est resté stable, aucune des deux teams n'arrivant vraiment à prendre le dessus. Voir 20 changements de leader dans un match 7 des finales, c'est quand même un truc assez dingue, admettons-le. C'est ainsi que la différence se fit dans les derniers instants. Pendant les 4 dernières minutes 39, les Warriors, étouffés par la défense des Cavaliers, ne mirent plus un seul panier.
panier. Symbole de ça, LeBron, qui posa l'un des contres les plus légendaires de l'histoire sur Iguodala, alors que le score était de 89 partout à 110 secondes du terme. Pour enfoncer le clou, Kevin Love, obligé de switcher sur Curry dans un moment crucial, il réalise alors la plus grosse action défensive de sa carrière. À Cleveland, les barbelés étaient placés. Puis en attaque, Kyrie Irving assure et rentre un triple ultra important sur la tête du chef pour permettre aux siens de prendre un avantage décisif. C'est bel et bien grâce à ces dernières minutes magiques du côté de Cleveland que la franchise de l'Ohio élimine l'équipe au meilleur bilan all-time pour remporter le premier titre de son histoire. Si ça, ce n'est pas une sacrée surprise, nous ne savons pas ce qu'il vous faut. LeBron James finit cette saison en étant bien évidemment élu MVP des finales, ayant dominé la série au point, au rebond, aux passes, aux interceptions et aux contres, rien que ça. Personne d'autre n'a jamais fait ça sur une série de playoffs dans l'histoire, c'était juste légendaire. Cet exploit sur 7 matchs a donc une place indiscutable dans notre vidéo du jour. Oui, indiscutable. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.